Imaginez comment vous vous sentiriez si une foule vous appelait ainsi encore et encore. Dans le passé, beaucoup d'argent a été gagné sur le dos de leur handicap, déformation ou maladie. Ils étaient exhibés comme des trophées et enfermés comme des animaux, moqués et réprimandés par la foule dans le cirque. Aujourd'hui, nous regardons les histoires tragiques et les dernières photos des soi-disant monstres de cirque du passé qui n'étaient que des personnes qui méritaient mieux. Regardons la vidéo ensemble et rendons leur hommage. Rencontrez Bill Dirks, l'homme avec 2 nez et 3 yeux. Don a 2 nez et 3 yeux. Bill est né dans une ferme en Alabama avec 2 nez et une fente labiale. Pire encore, ses yeux étaient scellés et nécessitaient une opération pour être ouverts. Le garçon défiguré a été privé d'éducation. À 14 ans, Dirks a quitté la ferme et a exhibé son visage déformé dans un spectacle haut. Il est devenu connu comme l'homme avec 2 nez et 3 yeux. Dans les années 1960, il gagnait jusqu'à $100 par semaine, plus un bonus en espèces. Il est apparu au musée du Bear à New York. Il a épousé Mildred, la femme à la peau de crocodile, plus tard dans sa vie. Ils se sont acceptés pour ce qu'ils étaient. C'est ça l'amour, le véritable amour. Dominique Castagna, né en 1869 à Saligny, en France, était une figure frêle et chétive, mesurant seulement 1,45 m et pesant seulement 23 kg. Son visage émacié et ses yeux globuleux en ont fait un paria social, le laissant seul et incompris. Malgré ses efforts pour mener une vie normale, son apparence lui laissait peu d'options. Un collègue, Cruzel, l'a convaincu de transformer les regards publics en profit, amenant Castagne à entrer à contre-cœur dans le monde du spectacle en tant que momie en 1886. Bien qu'il détestât être un spectacle, l'amitié de Cruzel a apporté à Castagne une joie et une acceptation rares. Cependant, Castagne luttait profondément avec son isolement et son malheur. Lorsque Cruzel a quitté le monde du spectacle pour se marier, Castagne a été submergé par le désespoir. En 1905, il a mis fin à ses jours dans un hôtel à Liège, laissant derrière lui une histoire de résilience, d'amitié fugace et de profonde solitude. Voici Tom Ton, un jeune homme obèse en bottes, bas, short et blues. Il semble être né à Teodoro, Valenzuela, au Mexique, en 1895, faisant carrière comme un numéro de cirque ou un spectacle de monstre nommé Fat Man, pesant finalement 726 kg. Il semble être mort d'une myocardite, d'une hydropysie et d'une suffocation cardiaque en 1926. Les spectacles de monstres faisaient partie d'un héritage datant de l'époque victorienne et édouardienne, qui était très populaire, voyageant à travers le pays, présentant des spectacles dans des théâtres locaux ou dans le cadre d'un cirque. En 1948, Stanley Kubrick, alors photographe de 19 ans, a capturé une photographie saisissante d'un artiste de spectacle de cirque. L'homme, dont le nom reste inconnu, a 2 piercings sur ses mamelons, où il suspendait 2 énormes anneaux pour les spectacles. Il faisait partie d'une époque en déclin des cirques itinérants américains. Vêtu d'un manteau usé et d'un chapeau melon abîmé, son visage portait un mélange qui reflétait la vie difficile des artistes de spectacle. L'acte de l'artiste n'est pas documenté, mais les spectacles de l'époque comprenaient souvent des exploits d'endurance, des traits physiques inhabituels ou des illusions conçues pour émerveiller les foules. Cette carte postale hantée de 1885 capture l'image d'une jeune fille gracieusement assise sur une balançoire, malgré le fait qu'elle n'ait pas de jambes. Vêtue de vêtements d'époque avec ses cheveux soigneusement coiffés, la fille est liée au monde des spectacles de cirque, un domaine où les différences physiques étaient transformées en spectacles publics. Les cirques et les spectacles de monstres itinérants connaissaient un essor à la fin du 19e siècle, présentant des individus avec des conditions physiques uniques comme des merveilles du monde. La fille, avec ses expressions, a été appelée la merveille sans membres. Millie et Christine. McCoy était un des jumelles siamoises qui ont fait le tour du monde sous le nom de Carolina Twins et le rossignol à 2 têtes au cours du 19e siècle. Elles étaient reliées au niveau du bassin et de la colonne vertébrale inférieure. Mais chacune avait 2 bras, 2 jambes et ses propres organes vitaux. Monamia, leur mère, a montré ses enfants à leur propriétaire, G. Bez McKay, qui a rapidement saisi l'occasion de tirer profit de leur anatomie. Les jumelles ne pouvaient jamais être des travailleuses pour lui. Donc, McKay a vendu les jumelles et leur mère au showman sud-carolinien John Purvis pour $1000 lorsque les enfants n'avaient que 8 mois.
Purvis a commencé à exposer Millie et Christine immédiatement et a donné à McKay un pourcentage des bénéfices. Cependant, Purvis a vendu les jumelles dans les 2 ans à Brower, un showman financé par le marchand Joseph Pearson Smith. En tant que seules jumelles siamoises afro-américaines de leur époque, elles ont attiré l'attention de la royauté, des médecins et du public, tout en étant observées toute leur vie. Cependant, leur fin tragique pourrait être la partie la plus déchirante de leur histoire. Frankie Saluto, une figure bien aimée de l'histoire du cirque, a passé des décennies à enchanter le public en tant que clown avec les Ringling Brothers et le cirque Barnum & Bailey. Né avec un nanisme, Frankie a transformé ce que certains pourraient bien voir comme une limitation en une plateforme de joie et d'art, se produisant devant des centaines de milliers de personnes au cours de sa longue et illustre carrière. Connu pour son esprit vif, sa comédie physique et sa personnalité plus grande que nature, Frankie est devenu un incontournable sous le chapiteau. Ses numéros combinaient souvent l'humour burlesque avec une profonde connexion émotionnelle avec son public, rappelant aux gens que le rire ne connaît pas de limites. Au-delà de la peinture de scène et des chaussures surdimensionnées, il était admiré par ses pairs pour sa gentillesse, son professionnalisme et son dévouement à l'art du clown. Frank Lentini, un showman italien né en 1889, est devenu l'un des artistes de spectacle les plus célèbres de son époque, gagnant le surnom d'homme à 3 jambes. Né en Sicile avec une rare condition appelée dipigus, Frank avait 3 jambes entièrement fonctionnelles, 4 pieds dont un poussait de sa 3e jambe et 2 ensembles de génitaux, un fait qui ajoutait au choc et à la curiosité qui l'entourait. À l'âge de 9 ans, Frank a déménagé aux États-Unis et a commencé sa carrière dans le cirque et le circuit des spectacles, où il a captivé le public avec son anatomie unique. Contrairement à de nombreux numéros de spectacles de l'époque, le charme et l'esprit de Frank ont fait de lui une star au-delà du simple spectacle physique. Lentini a performé avec des troupes majeures comme les frères Ringling et le cirque Barnum et Bailey, où il a démontré des exploits comme frapper un ballon de football avec sa 3e jambe. Malgré le sensationnalisme, Frank a mené une vie relativement normale en dehors de la scène, se mariant et devenant père de 4 enfants. Cette image, probablement des années 1950, capture la réalité saisissante de la vie de cirque. Une petite fille, équilibrée sur le nez d'un phoque de spectacle, était censée faire partie d'un ancien numéro de cirque itinérant. Son nom a été perdu dans l'histoire, mais les histoires suggèrent un passé tragique. Certains prétendent que sa mère, appauvrie et désespérée, l'a vendue au cirque pour survivre. Le folklore du cirque parle souvent d'enfants comme elle, élevés non pas dans des foyers, mais sous l'éclat des lumières de la scène, entourés de clowns, d'acrobates et d'animaux d'écailles exotiques. Bien qu'elle ait pu éblouir le public par son charme et son équilibre, son histoire personnelle reste dans la tristesse. Son destin, comme celui de nombreux artistes enfants de l'époque, reste inconnu, laissant derrière lui seulement des images hantées comme celle-ci. En 1926, Hollywood a été témoin d'un duo inhabituel. Jacques Lerner, un acteur de scène renommé célèbre pour ses imitations de singes convaincantes, et Acker, un chimpanzé comédien célébré. Surnommé l'homme-singe et de singe, ce partenariat a mis en lumière l'art qui brouille les frontières du divertissement au début du XXe siècle. La pièce de Lerner, qui a captivé le public avec son mélange d'humour, se préparait à amener son rôle iconique sur le grand écran sous Fox Films. Pour perfectionner sa performance, il s'est tourné vers Acker, le chimpanzé incontournable d'Hollywood pour les rôles comiques. Dans un tournant unique, l'acteur a étudié le chimpanzé pendant des heures chaque jour, imitant ses mouvements, expressions et manières pour améliorer sa transformation. Prince Randian, souvent appelé le torse vivant, est né en Guyane britannique avec le syndrome de Tetra Amelia, le laissant sans bras ni jambes. Malgré cela, il a mené une vie pleine autonome, connu pour sa capacité à se raser, peindre et même rouler des cigarettes avec ses lèvres. Dans Freaks, il livre l'un des moments les plus mémorables du film, allumant une cigarette sans assistance, une démonstration silencieuse de ses capacités remarquables. Johnny Eck, le demi-garçon, est né avec une agenèse sacrale, laissant son corps supérieur entièrement développé, mais sa moitié inférieure manquante. En fin de compte, leur vie reflétait les dures réalités d'un monde fasciné par leurs différences, mais aveugle à leur humanité. Dans un ancien spectacle de cirque, 2 hommes,
drapés de poils faciaux et corporels épais, étaient exposés comme les hommes sauvages. Un aperçu glaçant du côté sombre de l'histoire des sideshows. Leurs noms ont été perdus dans le temps, mais leur histoire tragique demeure. Pendant des années, ils ont été exposés sous les lumières cruelles du grand chapiteau, leurs corps et visages couverts de poils épais et indomptés, quelque chose au-delà du contrôle humain. Les foules du cirque s'émerveillaient devant eux, mais les hommes, nés avec une condition rare connue sous le nom d'hypertrichose, vivaient une vie d'isolement et d'exploitation. La célébrité et l'attention avaient un prix. Leur humanité était souvent éclipsée par le spectacle de leurs apparences. Une nuit, la troupe de cirque a quitté la ville, n'offrant jamais à ses artistes de stabilité. Les hommes sont tombés malades, affaiblis par des années de conditions difficiles et de soins inadéquats. Puis leurs noms s'estompèrent, leurs vies oubliées, ne laissant derrière que le souvenir obsédant d'une époque où les êtres humains étaient traités comme des curiosités pour le divertissement des autres. Cordelia Old Stumpy est un personnage du monde des spectacles de sideshow, connu pour sa condition physique distinctive. Souvent appelée Old Stumpy, elle était une artiste dans les cirques et spectacles de monstres du début du 20e siècle. La condition de Cordelia, connue sous le nom de déformation des membres en forme de moignon, lui a laissé des membres sévèrement raccourcis, faisant d'elle une curiosité parmi le public qui affluait pour la voir dans le cadre de l'attraction Sideshow. Malgré sa condition, Cordelia est devenue célèbre pour sa force. Cependant, comme de nombreux artistes de l'industrie Sideshow, sa vie était remplie à la fois d'exploitation et d'admiration. Ses déformations physiques, qui faisaient d'elle une attraction vedette, étaient également la source de profondes luttes personnelles, alors qu'elle faisait face à la moquerie et à l'objectivation. Maintenant, c'est une image très intéressante. À Topeka, Kansas, la légende de la Blue Albina hante le cimetière de Rochester. Une femme avec presque pas de mélanine, donnant à sa peau une teinte bleutée, vivait près du cimetière au début des années 1900. Discriminée en raison de son apparence, elle parlait rarement et était surtout vue la nuit en promenant son grand chien. Après sa mort en 1964, sa tombe a été vandalisée et son corps retiré, mais son esprit agité a persisté. En 2013, un couple, puis un garçon et sa mère, ont rapporté des rencontres avec son fantôme, qui serait capable de griffer, d'étouffer et de disparaître dans le cimetière. Son fantôme, souvent vu en train de s'occuper des tombes ou de promener son chien fantôme, reste un rappel glaçant de sa vie douloureuse. Ici, l'éléphant se tient silencieusement, ses yeux remplis de larmes, la tristesse de son expression à peine cachée, ses oreilles grossièrement coupées, et même une balançoire accrochée à ses oreilles. Une artiste de cirque, vêtue d'une tenue brillante et flashy, rit et divertit. Elle se balance sans effort, son sourire large et son rire fort, inconsciente de la souffrance silencieuse qui l'entoure. Le public applaudit et acclame, ignorant la douleur derrière la performance. Le visage strié de larmes de l'éléphant contraste fortement avec la façade joyeuse du numéro. Une audacieuse artiste de cirque, assise au centre, se prépare pour son numéro infâme. Prenant une profonde inspiration, elle lève l'épée brillante à ses lèvres, le métal réfléchissant les lumières vives au-dessus. Ses yeux sont concentrés, ses mains stables, alors qu'elle ouvre grand la bouche et commence lentement à avaler la lame. La foule retient son souffle dans l'attente, les yeux fixés sur l'acte d'un courage impossible. Alors que l'épée glisse plus profondément dans sa gorge, une tension règne dans l'air, un mélange d'émerveillement et de malaise. Le public acclame, inconscient du danger, alors que Lucky Hell avale l'épée avec une précision maîtrisée. Voici quelques-uns des spectacles réalisés par ces spectacles de monstres, et celui qui se produit finira toujours par être tragique, ou mourir pour la gloire, ou pour l'argent. Leur vie avait été un enfer vivant à cette époque. Jack Earl, né Jacob Reuben Ehrlich le 3 juillet 1906 à Denver, Colorado, était une figure imposante mesurant 2 dos 29 mètres. Né ne pesant que 1,8 kg, il a rapidement grandi, atteignant plus de 1,83 mètres à l'âge de 10 ans. Découvert par Hollywood, il a joué dans plus de 50 films muets avant qu'une tumeur hypophysaire ne change sa vie, ralentissant sa croissance et restaurant sa vision. Earl a ensuite rejoint le cirque Ringling Brothers, où il a performé pendant 14 ans. Après sa retraite, il est devenu un vendeur itinérant prospère,
et a poursuivi des passions créatives comme la peinture et la photographie. Il est mort le 18 juillet 1952, à l'âge de 47 ans d'une insuffisance rénale, laissant derrière lui un héritage en tant que géant bien-aimé et amical. Mais toute sa vie, il a été délibérément vain. Willie et George, initialement présentés comme les cannibales équatoriens blancs Echo et Ico, ont eu du mal à obtenir de la reconnaissance sous les mains dures de leurs agents de cirque, qui passaient par des titres bizarres comme les hommes à tête de mouton et ambassadeurs de Mars. Malgré leur célébrité avec les Ringling Brothers et Barnum et Bailey dans les années 1920 et leur performance au Madison Square Garden, leurs vies ont été ternies par l'exploitation. En 1927, ils ont enfin été libérés lorsque leur mère les a redécouverts, mais les dégâts étaient déjà faits. Après une longue bataille juridique, ils ont reçu un petit salaire mensuel, mais cela est arrivé trop tard pour annuler les années de captivité et de mauvais traitements. Bien qu'ils aient trouvé un plus grand succès en se produisant dans le monde entier dans les années 1930 jusqu'aux années 1960, les frères ne se sont jamais complètement remis de leur passé traumatique. Malgré leur nouvelle célébrité et leur richesse, ils restaient hantés par les années passées en tant que spectacle, leurs identités dépouillées et leur vie à jamais assombrie par le cirque qui les contrôlait autrefois. La dame à tête de cochon de Manchester est née avec une déformation faciale sévère, ce qui a conduit à son exploitation dans des spectacles de monstres à la fin des années 1700. Découverte par un propriétaire de cirque, elle a été enfermée dans une cage et exhibée devant des foules comme un spectacle grotesque. Malgré son humanité, elle n'a jamais été autorisée à parler ou à raconter son histoire, sa vie réduite à un simple divertissement. En grandissant, la cruauté l'a affectée, et elle est devenue silencieuse, isolée dans sa souffrance. Elle est morte oubliée, son nom éclipsé par l'étiquette de monstre qui a défini sa vie. Dans cette photographie hantée de 1949 par Nina Lean, nous apercevons le monde de Sarasota, en Floride, le foyer du cirque américain. Les filles de cirque, avec leur esprit rebelle et leur personnalité audacieuse, semblent régner sur la piste. Mais derrière leurs costumes vibrants et leurs sourires défiants, se cache une histoire plus sombre. Parmi elles, un éléphant, autrefois majestueux et sauvage, maintenant, tenant réduit à une attraction de cirque, se tient à proximité, ses yeux reflétant une tristesse invisible aux foules en liesse. Ces artistes, pris dans l'éclat de leur célébrité éphémère, sont piégés dans un cycle d'exploitation, tout comme l'éléphant. Les lumières vives du cirque masquent une vie de confinement et de douleur, où la liberté est un souvenir lointain. Leur monde, plein d'énergie et de charme, est finalement celui du sacrifice, une évasion tragique d'une vie qu'ils n'ont jamais choisie. Au début des années 1900, les spectacles de monstres dans les cirques repoussaient souvent les limites de ce qui était considéré comme du divertissement, exploitant à la fois les anomalies physiques et les différences culturelles. Un de ces spectacles impliquait un jeune enfant d'Africain, drapé dans une peau de léopard, présenté comme partie du spectacle. L'enfant était présenté d'une manière qui déshumanisait son héritage, souvent désigné par des termes comme kafir, dans un contexte colonial péjoratif. La présence de l'enfant dans le spectacle ne visait pas à célébrer sa culture, mais plutôt à utiliser son apparence pour choquer et divertir des publics désireux d'assister à l'exotique. L'enfant, vêtu d'une robe traditionnelle et orné de la peau d'un léopard, était exhibé comme un monstre vivant, faisant partie d'une tendance plus large d'utilisation des peuples autochtones et de leurs symboles culturels à des fins de profit et de divertissement. Derrière le spectacle, cependant, se cachait une histoire tragique d'exploitation. Alors que des enfants et des adultes étaient contraints à ces performances, dépouillés de leur dignité en échange de leur survie. En 1962, à Hambourg, en Allemagne, Pablo Noël est devenu le centre d'attention pour avoir réalisé l'un des numéros les plus dangereux de sa carrière, se mettant à l'intérieur de la tête d'un tigre. La foule regardait avec admiration alors que Noël, connu pour son audace, entrait dans la cage avec un grand tigre féroce. Avec seulement ses mains nues et la confiance qu'il avait établie avec l'animal, Noël a commencé sa performance, se positionnant calmement à l'intérieur de la tête du tigre, comme s'il faisait partie de son domaine naturel. Le numéro était censé mettre en valeur son courage sans égal, mais soulignait également le côté sombre des performances de cirque. Derrière l'excitation se cachait une vérité tacite. Il jouait avec la mort,
s'appuyant non seulement sur son habileté mais aussi sur la nature imprévisible de l'animal sauvage. Alors que le public acclamait, il ne voyait pas le danger silencieux qui se cachait derrière le regard puissant du tigre, car un faux mouvement aurait pu se terminer en désastre. Horace Ridler, connu sous le nom de Great Omi ou l'Homme Zèbre, était un artiste de foire britannique renommé pour ses modifications corporelles étendues. Né dans une famille de la haute société en 1882, Ridler a d'abord poursuivi une carrière militaire, servant avec distinction pendant la Première Guerre mondiale. Cependant, après la guerre, il se retrouva en difficulté financière et se tourna vers le monde des spectacles de monstres pour gagner sa vie. Dans un effort pour se démarquer, il contacta le célèbre tatoueur George Burchett et subit plus de 150 heures de tatouage, couvrant son corps de bandes audacieuses semblables à celles des zèbres. Cette transformation allait au-delà de l'apparence, c'était une réinvention complète de sa personnalité. Le numéro de Ridler est devenu une sensation, tournant en Angleterre et en France, et il a encore augmenté son apparence avec des lobes d'oreilles étirés et un grand piercing au septum. Boubou, le célèbre chimpanzé de spectacle des années 1920 et 30, est devenu une star dans le monde du cirque grâce à ses incroyables tours et ses gestes humains qui ont charmé les spectateurs à travers le pays. Entraîné pour réaliser une gamme de numéros, allant de la conduite d'un vélo à la représentation de petites scènes, Boo était adoré par les fans qui affluaient sous les chapiteaux de cirque pour voir ses performances. Cependant, derrière les applaudissements, la vie de Boubou était marquée par une réalité tragique. Comme beaucoup d'animaux dans les cirques à cette époque, sa vie n'était pas faite de joie, mais d'exploitation. Son entraînement était sévère et il était maintenu en captivité, loin de son habitat naturel. Les performances de Boubou, bien que divertissantes, étaient le résultat d'années de travail forcé et d'isolement. Il était soumis à des méthodes d'entraînement cruelles, endurant des punitions physiques pour s'assurer que ses tours étaient parfaites. À la fin, la santé de Boubou a commencé à se détériorer en raison des conditions intenses de sa vie en captivité. Après des années de performance, il a finalement été retiré, mais le prix sur son corps et son esprit avait déjà été payé. Sa fin tragique est survenue lorsqu'il a été diagnostiqué avec une maladie, victime de l'industrie même, qu'il avait autrefois célébrée. Sarah Bartman, connue sous le nom de Saartjie Bartman, était une femme khoikhoi sud-africaine dont la vie tragique est devenue un symbole d'exploitation et de racisme. Née en 1789, elle a été emmenée en Europe sous de faux prétextes par un médecin britannique, où elle a été exhibée comme la Vénus Hottentot dans des spectacles de monstres, ses grandes fesses étant le point focal d'expositions cruelles et dégradantes. Des foules se sont rassemblées à Londres et à Paris pour dévisager son corps, réduit à rien de plus qu'un spectacle pour leur amusement. La vie de Sarah était marquée par une profonde humiliation. Dépouillée de sa dignité et traitée comme une marchandise, elle a enduré une exploitation incessante. Après sa mort à seulement 26 ans en 1815, son corps a été disséqué et exposé dans un musée à Paris, où son cerveau, son squelette et ses organes sexuels ont été conservés jusqu'en 1074. Ce n'est qu'en 2002 que ses restes ont enfin été rapatriés et enterrés dignement. Son histoire est un rappel de la cruauté du colonialisme et de l'exploitation raciale qui lui a ôté son humanité, la transformant en un symbole de souffrance et de dégradation.